Alors, tout d'abord, merci de cette invitation. Je remercie le Centre de nous inviter, d'inviter un représentant de la société à venir parler de sécurité routière. Pourquoi je veux vous parler de sécurité routière? Eh bien, avant d'aller plus loin, avant de vous faire cette présentation-là qui s'intitule « Au volant de ma santé », je voudrais vous parler de l'organisme que je représente, c'est-à-dire la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, à ne pas confondre avec l'autre SAQ, c'est pas la même chose. Et à ce moment-là, cette société, par son nom, vous dites tout de suite que c'est une compagnie d'assurance. Hein, c'est comme une compagnie d'assurance, sauf qu'elle vous appartient, tout simplement. Et vous êtes protégé contre les accidents liés à la route au Québec, au Canada, partout dans le monde. Alors, lorsque, je ne vous le souhaite pas, mais lorsque une personne a un accident lié à la route, que ce soit un piéton, que ce soit un conducteur, que ce soit un cycliste, eh bien, si c'est un accident lié à la route, eh bien, vous êtes protégé par la Société d'assurance automobile du Québec. La Société aussi a d'autres mandats. Elle a le mandat de vous permettre d'aller, de circuler sur le réseau routier québécois, dans toutes les villes, hein, 100 000 routes, 100 000 rues, boulevards, routes, et 32 000 à peu près kilomètres de réseau routier, c'est-à-dire des autoroutes, etc. Alors, pour y aller, ça prend un permis de conduire. D'autre part, ça prend aussi un certificat d'immatriculation pour l'auto que vous utilisez. Il faut que votre auto soit sécuritaire, donc elle doit avoir un certificat d'immatriculation. Alors, quand vous payez pour votre permis de conduire et votre certificat d'immatriculation, c'est comme si vous étiez en train de payer vos primes d'assurance pour votre compagnie d'assurance. Bien sûr, pour les dommages matériels, le Code de sécurité routière vous demande d'avoir une assurance privée pour les dommages matériels. Maintenant, la Société aussi a un autre grand mandat, la sécurité routière. Eh bien, il est important que lorsque vous circulez sur le réseau, vous soyez en sécurité. Parce qu'il faut se rappeler, vous ne le saviez peut-être pas, mais dans les années 70, il y avait environ 3 millions de personnes qui avaient un permis de conduire et il y avait environ 2000 morts sur le réseau routier. L'année passée, lors du bilan routier, eh bien, il y a eu 436 décès. Alors, il y a eu un énorme progrès depuis les années 70. Alors, pour la 7e année, le bilan routier s'améliorait grâce à qui? Mais grâce à des gens comme vous, grâce à votre centre qui nous invite, grâce à toutes sortes de facteurs, nos partenaires, les corps policiers, etc. Le bilan routier s'améliore. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est pour parler de sécurité routière avec vous. Maintenant, les personnes aînées. Les personnes aînées représentent environ 17 % de tous les détenteurs des permis de conduire, des 5 millions de permis de conduire. Mais pourtant, sur le bilan routier, vous n'êtes pas plus représenté, votre pourcentage n'est pas plus élevé que celui des détenteurs de permis de conduire. Je m'explique. Les jeunes, par exemple, les personnes de 16 à 24 ans représentent 10 % des permis de conduire. Pourtant, au niveau du bilan routier, ils représentent 22-23 % des décès, des blessés graves, etc. Alors que les personnes aînées ne dépassent pas leur pourcentage en tant que représentants de détenteurs de permis de conduire. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et comme le disait M. Ledoux, c'est M. Ledoux, votre nom, il a bien fait de le dire, la conduite automobile n'est pas une question d'âge, mais une question de santé. Tout à l'heure, il vous parlait de certificat médical, d'examen de la vue à 75 ans. Eh bien, sachez que, par exemple, les détenteurs d'un permis de conduire de classe 4, un véhicule d'urgence, bien, ils doivent passer des examens à l'âge de 45 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont des aînés. Alors, c'est tout simplement une question de santé. Alors, là-dessus, s'il y a un message que je voudrais que vous gardiez de la présentation, c'est celui-là. Maintenant, allons-y tout de suite avec la présentation et le sommaire. Eh bien, on va parler du vieillissement et de la conduite automobile. On va parler aussi de la santé et la conduite automobile. On va parler de conduite automobile et sécurité routière, des mesures préventives à adopter, des solutions de rechange, parce qu'il y en a, hein, il y a une station de métro pas loin ici, et un petit résumé. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, mais comme on a 1 heure, si jamais je vois que le temps passe, puis il y a des gens qui vont me le dire ici en avant, eh bien à ce moment-là,
je resterai à la fin de la présentation s'il y a des questions supplémentaires et à ce moment-là, je pourrai y répondre. Il y a de la documentation aussi que j'ai mis à votre disposition, que vous avez peut-être déjà utilisée, que vous avez déjà peut-être prise. Alors, on commence maintenant avec un petit questionnaire, le vieillissement et la conduite automobile. Alors, les conducteurs âgés ont-ils plus d'accidents que les autres groupes d'âge? Je pense que vous avez déjà la réponse, hein? Ben non. Alors, maintenant, si on vous pose une autre question, est-ce qu'il y a un âge à compter duquel une personne ne peut plus conduire, selon vous? Ben, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Pas du tout. Alors, l'âge d'une personne ne permet pas de prédire, si elle est apte ou non à conduire. Ce n'est pas une question d'âge du tout. Ce sont les limitations physiques et mentales du conducteur qui ont la plus grande influence sur la capacité de conduire de façon sécuritaire. Exemple, une personne, par exemple, de 35 ans qui a consommé de l'alcool, eh bien, ses facultés cognitives sont affectées par l'alcool. Donc, elle risque un accident. Donc, c'est vraiment là que tout se passe au niveau des facultés physiques et mentales. Maintenant, on poursuit. Combien de personnes âgées de 90 ans ou plus détiennent un permis de conduire actif au Québec? Je ne vous demande pas des chiffres parce qu'on n'en finirait plus, mais je vais vous donner tout de suite la réponse, je ne vous ferai pas languir. Alors, c'est plus de 4 000, dont quelques-uns ont plus de 100 ans. Donc, je pense qu'on ne s'énervera pas pour l'examen médical de 75 ans, là, je pense, parce qu'il y en a plus de 4 000 qui ont 90 ans. Donc, voilà, et d'autant plus que les personnes aînées, ce sont des personnes qui ont une expertise en conduite automobile, puisque ça fait longtemps qu'ils conduisent. Donc, c'est important de comprendre aussi ce phénomène-là. Maintenant, on continue. La santé et la conduite automobile. Quelles sont les parties du corps sollicitées lorsqu'on conduit, selon vous? Les yeux, c'est bon, c'est bon. Les oreilles, oui, parce que s'il y a une sirène, et ainsi de suite, alors on ne chantera pas Alouette, hein, et les yeux et la tête et tout ça. Alors, on continue, toutes les parties du corps sont importantes, toutes vos parties du corps, vos bras, de façon à vous mouvoir la tête, ainsi de suite. Tout ça est important pour pouvoir bien conduire, pour pouvoir déceler les angles morts, etc. Donc, c'est important d'avoir toutes les parties du corps en bonne forme pour pouvoir conduire. Maintenant, la conduite automobile fait appel à plusieurs fonctions. Les fonctions sensorielles, la vision, hein, une grande partie, 90% à peu près de l'information vous vient des yeux. Maintenant, les fonctions motrices, mouvement, force, flexibilité. Hein, si vous avez une auto manuelle, il faut que vous soyez capable de peser sur la pédale d'embrayage, puis en même temps de changer de vitesse, etc. Donc, ce sont des exemples, tout simplement. Les fonctions cognitives. Fonctions cognitives, c'est l'attention, la concentration, la mémoire, le jugement, la conscience et de ses capacités puis de ses limites. C'est ça. Ça, les fonctions cognitives, c'est ça qui est très important. C'est de fait que lorsque vous mettez la clé dans le contact de votre auto, maintenant on ne le fait plus, avec des nouvelles autos, c'est plus nécessaire. Alors, lorsque vous entrez dans votre auto, sachez que c'est une activité complexe que vous allez faire. Conduire est une activité complexe et il faut avoir toute sa concentration là-dessus. Et votre cerveau, lorsque vous êtes dans une auto, eh bien, il opère beaucoup, il fait beaucoup d'opérations. Hein? Il vérifie, il fait du balayage visuel, et il vous informe. S'il y a une personne qui passe en arrière de votre auto, vous ne ferez pas marche arrière parce que votre jugement, vos facultés cognitives vous l'indiquent. Vous avez vu, vous avez évalué. Alors, c'est ce qu'on appelle l'observation, l'évaluation, et puis la décision. Et la décision. Donc, à ce moment-là, l'action. Alors, à ce moment-là, vous observez, vous évaluez et vous prenez une action. Donc, c'est ça, la santé et la conduite automobile. Maintenant, le changement de son état de santé. Alors, selon le Code de sécurité routière, toute personne qui possède un permis de conduire est tenue d'en informer la SAC. Eh bien, vous savez, quand vous recevez, par exemple, le renouvellement du permis de conduire, il y a un petit questionnaire. Eh bien, s'il y a des changements, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous l'indiquez, il y a un questionnaire qui est fait à cette intention-là. Et puis aussi, vous pouvez appeler la Société d'assurance automobile du Québec pour les informer. Si vous avez un mal de tête, ce n'est pas nécessaire, mais lorsque
vous avez quelque chose de majeur, eh bien, à ce moment-là, vous en informez la société. Maintenant, on poursuit. Qui peut déceler un problème de relation avec la capacité de conduire? Selon vous, qui peut faire ça? Y a-t-il quelqu'un d'attitré? Le médecin, c'est un bon, oui. Il y en a peut-être d'autres, mais on va y aller tout de suite. Alors, le conducteur lui-même, ça, c'est la première des choses. C'est lui ou elle, qui peut déceler s'il était encore apte à conduire. Par exemple, mon père, moi, il a décidé un jour de ne plus le conduire, tout simplement. C'est lui-même. Alors, ça peut être l'entourage aussi, hein? L'épouse, l'époux, bon, il y a quelque chose, ainsi de suite. Alors, on va y revenir à la fin de la présentation. Ça peut être aussi un citoyen. Si vous voyez quelqu'un qui louvoie, par exemple, dans la rue, mais c'est important d'avertir les polices ou, en fait, d'en informer les autorités de façon à ce que cette situation-là soit corrigée. Un policier, un professionnel de la santé, quelqu'un parlait d'un médecin, ça peut être une infirmière. Donc, il ne faut pas avoir peur lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, par exemple, d'en informer la société. C'est ce qu'on pourrait appeler ça une délation. C'est pas grave, c'est pas un crime, c'est tout simplement le fait de dire, ben, écoutez, moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a des problèmes de conduite. Ça peut être une personne de 40 ans, ça peut être une personne de 60 ans, ça peut être n'importe qui. Et puis, à ce moment-là, ben, la société prend la situation en main. Donc, c'est important de le dire. Comme moi, j'ai une cousine, par exemple, qui a suivi son père derrière, avec son auto, pour voir si tout allait bien, parce que son père est assez âgé, puis il a des problèmes de santé, et puis pour savoir s'il faisait ses arrêts au bon endroit, ainsi de suite. Alors, c'est tout simplement l'entourage, mais il ne faut pas voir ça comme se sentir coupable. Et c'est pas du tout ça le but d'informer la société. C'est tout simplement de protéger la personne, puis de protéger aussi les gens qui l'entourent. Maintenant, l'évaluation et la capacité de conduire. Alors, l'évaluation, ben, avec le vieillissement, il y a une augmentation de maladies qui arrivent. Il y a des petits problèmes qui arrivent de temps en temps. Il y en a qui n'en ont pas, mais il y en a qui en ont. Alors, il y a certaines maladies qui influencent ta capacité de conduire. Alors, pour la Société d'assurance automobile du Québec, eh bien, le dépistage des maladies peut avoir un impact sur la conduite automobile. Donc, il peut y avoir une réévaluation de la conduite si c'est nécessaire. Seulement si c'est nécessaire, bien sûr. Alors, quand on dit une réévaluation de la conduite, c'est ce qu'on appelle un test routier, si vous voulez. Alors, c'est ça qui peut se passer. Maintenant, alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est toujours et je reviens toujours avec ce leitmotiv. Hein? Alors, les examens, les contrôles médicaux obligatoires, eh bien, il y a un examen médical à partir de l'âge de 75 ans, plus un examen visuel. Il y a une lettre qui est envoyée au conducteur 6 mois avant. Mais si jamais vous ne pouvez pas si jamais, par exemple, vous appelez votre médecin et il ne peut pas vous voir avant 8 mois, eh bien, prenez un rendez-vous quand même. Prenez un rendez-vous dès que vous appelez votre médecin. Et à ce moment-là, appelez la société pour que la société puisse faire un prolongement de la situation, pour qu'elle soit, du moins qu'elle soit informée de la situation. Alors, la première chose que vous faites, vous prenez un rendez-vous, même si ça dépasse ce délai, dites-leur. Moi, on me dit que c'est dans un délai de 6 mois, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, prenez un rendez-vous et appelez la société pour en informer de la situation. Maintenant, cet examen-là médical s'accompagne aussi d'un examen visuel. En général, ça, il n'y a pas de problème, c'est par un optométriste. Et puis, et la même chose va se répéter à 80 ans, et puis après ça, à tous les 2 ans. Et si la société le juge, c'est pas votre médecin, c'est pas personne d'autre. Si la société le juge, ça se peut qu'elle vous demande de faire un test, une réévaluation sur route. C'est ce qu'on appelle un test routier. Alors, si jamais une chose pareille arrive, ne vous énervez pas. Hein? Vous avez tout simplement à vous rendre sur place avec votre automobile, vous assurer que votre automobile est en bonne condition, que les clignotants fonctionnent, bon, que tout est parfait, et puis à ce moment-là, vous y allez. Mais si jamais ça vous énerve beaucoup, vous êtes très nerveux, tellement que ça vous a empêché de dormir la nuit, eh bien,
il est possible d'appeler la société puis de dire, écoutez, je ne suis pas en forme aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait reporter mon rendez-vous? Alors, à ce moment-là, vous en informez la société pour reporter votre rendez-vous. Et si jamais vous ratez votre examen routier, vous avez un droit de reprise, et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, l'évaluation de la capacité à conduire, eh bien, en 2013, les décisions pour les contrôles, chez les personnes âgées de 75 ans et plus, alors le permis autorisé sans condition, 42 sans condition, là. Moi, j'ai une condition sur mon permis de conduire. La condition A, je dois porter, oui, j'y arrive dans une minute, je dois porter des lunettes. Permis autorisé avec condition principale, condition A, 56 % Alors, si vous additionnez 56 à 42, on approche du 90, du 98. Hein? Et renonciation au permis, un peu comme mon père l'a fait, 1 % et suspension du permis, bien, cela, c'est une décision de la société. Et bien, à ce moment-là, c'est 1 % Alors, j'espère que ça vous rassure, ces chiffres-là. Ils sont très éloquents. L'évaluation, alors, l'évaluation se fait avec un examen médical, un examen visuel. Il peut arriver aussi qu'on demande une évaluation en ergothérapie, ça peut arriver. Réévaluation des compétences sur route dans les sens de service, si nécessaire. Ce que je vous parlais du test routier tout à l'heure. Donc, il n'y a vraiment pas c'est pas sorcier. Il faut pas du tout se stresser avec ça. Et est-ce que vous êtes les seuls à avoir une évaluation comme ça à 75 ans? Non. Il y a des personnes à 45 ans qui doivent passer un test. Les personnes qui ont des classes 1, 2, 3 et 4 doivent avoir des tests médicaux aussi dès l'âge de 45 ans. Maintenant, la réévaluation des compétences sur route pour évaluer la conduite sécuritaire, seulement si nécessaire. On vous incite à vous préparer. D'ailleurs, je vous ai apporté ici un document que vous pouvez lire, pas d'une page à l'autre, hein, ce n'est pas un roman, mais de temps en temps, vous en lisez une ou deux, juste pour rafraîchir vos connaissances. Maintenant, vous avez un droit de reprise aussi. Si jamais vous échouez parce que vous étiez trop nerveux, parce que vous étiez trop stressé, par exemple, bien, il ne faut pas penser que tout est perdu, ou il y a un droit de reprise qui peut être effectué. Maintenant, on poursuit tout de suite. Alors, l'évaluation de la capacité de conduire. Alors, pour la réévaluation des compétences sur route, alors il y a une prise de rendez-vous. Et puis, l'information transmise par le responsable du centre de service eh bien, à l'accueil, alors, on vous explique que c'est un examen pratique. On vous donne la durée, c'est environ 30 minutes. Il y a les documents requis. On va vous demander votre permis de conduire, etc., immatriculation, le véhicule, s'il est à vous. Alors, c'est important d'avoir toutes les informations qui concernent le véhicule que vous allez utiliser. Donc, il n'y a rien de sorcier. Ne pensez pas qu'il y a un piège. C'est tout simplement pour réévaluer votre capacité de conduire, pour voir si tout va bien. Et si tout va bien, eh bien, comme vous l'avez vu avec les statistiques que je vous ai montrées précédemment, eh bien, il n'y a pas de quoi à écrire à sa mère là-dessus. C'est vraiment pas... faut pas se stresser du tout. Alors, conduite automobile et sécurité routière maintenant. Alors, on poursuit. Donc, conduire, c'est un privilège. M. Ledoux en parlait tout à l'heure. C'est qui repose sur des conditions comme les connaissances et règles de sécurité routière. Alors, je vous invite, comme je vous le disais, à lire le document dont je vous ai présenté. Mais aussi, vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a un microsite qui s'appelle « Tester vos connaissances ». C'est amusant, c'est ludique. Vous répondez aux questions, vous voyez, vous avez tout de suite la réponse. Il y a une validation qui est immédiate. Alors, si vous avez accès à un ordinateur, ici ou à la bibliothèque ou n'importe où, ou chez vous, eh bien, vous pouvez tester vos connaissances. Il y a une personne tout à l'heure qui me posait la question, est-ce que vous donnez des cours de conduite à la SAC? Non, nous ne donnons pas de cours de conduite à la Société d'assurance automobile. Par contre, si jamais vous avez besoin d'une mise à jour, vous aimeriez, par exemple, la dame me posait la question, conduire sur la glace, là, comment est-ce qu'on s'y prend, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez contacter une école de conduite et demander, par exemple, un volet pratique,
un volet de pratique avec l'école de conduite. Rappelez-vous qu'une école de conduite, eh bien, la société a mandaté l'Association québécoise de transport routier pour les accréditer, hein, pour que ce soit une école de conduite là, accréditée par la société, pour que ce soit une école vraiment là, qui respecte, qui s'y connaisse, là, qui est accréditée par une organisation sérieuse. Il faut avoir une bonne attitude au volant. C'est très important hein, d'être positif. Si vous avez des mauvaises nouvelles, par exemple, si vous avez une attitude négative, je sais pas moi, vous vous rendez à l'hôpital pour faire des tests ou vous vous rendez chez votre médecin pour recevoir, par exemple, des informations sur des tests que vous avez passés antérieurement, puis ça vous énerve beaucoup, ça vous stresse, eh bien, allez-y avec quelqu'un. Hein, ou faites-vous conduire, ou n'y allez pas seul. Parce que lorsqu'on est stressé, eh bien, c'est plus dangereux pour la conduite. Rappelez-vous que la conduite, hein, c'est une activité qui est plutôt complexe. Être en bonne santé physique et mentale, hein, ça résume à peu près le tout. Hein, c'est bien important de conserver ça en tête. Maintenant, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent affecter ma conduite automobile, hein, selon vous? La température, oui. Oui. Ben, écoutez, je ne vous ferai pas languir. Les médicaments, distraction, stress, émotions négatives, fatigue, alcool, drogue, mais la température aussi, hein, s'il fait une tempête, alors à ce moment-là, c'est bien sûr que ça peut affecter. Mais les médicaments, essayez de toujours, lorsque vous prenez un nouveau médicament, de toujours demander au pharmacien ou au médecin, est-ce que cela peut affecter ma conduite automobile? Et aussi, faites-vous faire une liste de tous les médicaments que vous prenez pour savoir s'il n'y a pas un médicament qui vient en collision avec un autre et qui peut affecter votre conduite. Hein, si, par exemple, vous prenez tel médicament à telle pharmacie et tel autre médicament à telle autre pharmacie, essayez d'avoir une liste puis demandez à votre pharmacien ou pharmacienne, est-ce que cela peut avoir un problème sur ma conduite? La distraction, c'est très important. Le téléphone, exactement, madame, vous avez raison. Un téléphone cellulaire, c'est dans le coffre à gants. Alors, puis même aussi, même les téléphones sans fil, là, vous savez ce qu'on appelle les technologies Bluetooth, ainsi de suite, ça aussi, c'est dangereux. Donc, c'est un objet de distraction. Un poste de radio. Hein? Si vous écoutez, par exemple, une émission de radio, puis là, vous êtes, comme on dit, là, vous êtes en train de prendre position concernant le sujet qui est traité dans... Bon, alors, ça peut vous distraire. C'est bien important de garder toujours votre attention sur la conduite. Maintenant, le stress et les émotions négatives, j'en ai parlé précédemment. Hein? Si vous allez à l'hôpital ou si vous allez voir un ami qui est hospitalisé, etc., tout ça peut avoir des répercussions sur votre conduite. La fatigue, c'est un des principaux comportements à risque. Bien dormir, c'est important. Alors, si vous ne dormez pas bien, hein, par exemple, si vous allez en Floride et puis vous décidez d'y aller en une journée et quart, c'est pas une bonne idée. Hein? Alors, faites des arrêts fréquents. Reposez-vous avant d'aller en conduite. Arrêtez-vous, par exemple, dans une halte routière à tous les 2 heures environ. Vous sortez de votre auto. Vous avez le temps, vous êtes à la retraite. Alors, pourquoi pas le faire? Et puis, à ce moment-là, et puis, si vous allez dans une distance assez longue, eh bien, profitez-en pour coucher, faire 2 ou 3 couchers pour vous rendre à votre destination finale. Ça vous permettra de visiter le coin. Maintenant, l'alcool et les drogues, eh bien ça, je n'ai pas à vous convaincre. Ça affecte directement vos facultés cognitives. Donc, ça aussi, c'est dangereux pour la conduite automobile. Maintenant, conduire une automobile et la distraction. Alors, les éléments qui détournent l'attention du conducteur, eh bien, ça diminue votre concentration. Alors, par exemple, le GPS, c'est très bon, mais il faut le programmer avant de partir, pas durant le temps que vous êtes en route.
Alors ça, c'est bien important. Le cellulaire, le texto, que Madame en avant, par exemple, parlait du cellulaire, du téléphone, elle a raison. Votre mode de vie. Il y en a qui mangent en route, il y en a qui, par exemple, parce qu'ils veulent arriver le plus vite possible à la destination, alors ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils mangent durant la conduite, il y en a d'autres qui se maquillent, d'autres qui font d'autres choses, alors qui se rasent. Des fois, je rencontre les chauffeurs d'autobus, puis ils me disent qu'ils voient toutes sortes de choses dans les autos. Alors, maintenant, aussi, les passagers. Hein, les passagers, si vous conduisez votre petit-fils ou votre petite-fille, là, eh bien, ça aussi, ça peut être un élément de distraction. Si elle a un problème, il vaut mieux se garer dans un endroit sécuritaire et puis aller voir l'enfant pour régler la situation. Maintenant, les environnements aussi. Souvent, on arrive dans des villes, surtout si vous allez dans d'autres... au Québec, c'est assez contrôlé, mais dans d'autres provinces, ou peut-être pas dans d'autres provinces, mais dans des États américains, où il y a beaucoup de publicité, là, ainsi de suite. Alors ça aussi, ça peut distraire une personne. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. D'autre part, conduire aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qu'il y a 40 ans, selon vous? Non. Alors, vous avez bien raison, vous avez gagné le prix de présence, je ne sais pas lequel, on va décider ça plus tard. Alors, conduite automobile et sécurité routière, ce qui est différent, les types de véhicules. Aujourd'hui, maintenant, mon Dieu, ça prend quasiment une année complète avant qu'on sache à quoi servent tous les boutons qu'il y a dans l'auto. Alors, c'est long. Les routes aussi, les routes ont changé. Le Québec est en train de reconstruire son réseau routier, enfin beaucoup. On pense ici à Montréal à l'échangeur Turcot, par exemple. Le partage de la route, il y a de plus en plus de piétons, il y a de plus en plus de cyclistes. Il y a aussi des personnes qui utilisent ce qu'on appelle des aides à mobilité motorisée, hein, par exemple, certains quadriporteurs, etc. Donc, il y a toutes sortes d'usagers. Il y a plusieurs... il y a plusieurs types d'usagers. Les technologies qui influencent votre conduite. Puis le code de sécurité routière aussi, qui change. Hein, c'est une loi, le code de sécurité routière, donc ça change. Et à ce moment-là, eh bien, et la signalisation aussi, ça évolue. On va le voir tout à l'heure dans la présentation. Maintenant, on va regarder tout de suite, mais rapidement, la forme des panneaux de signalisation. Déjà, juste à les regarder visuellement, par exemple, celui-ci, eh bien, tout de suite, vous savez que c'est un arrêt, donc un arrêt obligatoire. Hein, tout de suite, votre cerveau, vos facultés cognitives, identifient, juste à un regard, qu'est-ce que c'est. Maintenant, la couleur des panneaux, eh bien, ça aussi, encore une fois, vous le savez tout de suite, qu'est-ce qui va se passer. Le rouge, eh bien, c'est un arrêt. Le jaune ici, peut-être un danger, une zone scolaire. Le vert, des destinations. Orange, la construction, ainsi de suite. Le brun, c'est pour les informations touristiques, etc. Donc, les couleurs servent à cela. Maintenant, ce que vous voyez ici, on en parle parce que je viens de vous parler de l'échangeur Turcot. Il y a beaucoup de construction sur la route et de reconstruction, puis il y a des constructions de nouvelles routes, etc. Et c'est important de respecter la signalisation routière lorsqu'on approche à l'approche d'un chantier routier. Rappelez-vous, par exemple, les signaleurs, par exemple, au bout que vous voyez ici, il y a eu malheureusement de graves accidents avec eux. Alors, c'est très important, même si vous ne voyez personne sur le chantier, même si c'est un dimanche, vous respectez la limite de vitesse. Et souvent aussi, le chantier va faire en sorte que le chemin va être en chicane. Donc, à ce moment-là, c'est très important de ralentir parce qu'il y a des courbes. Donc, on respecte les panneaux orange. C'est très important de protéger les gens qui y travaillent, même si on ne les voit pas. Ça peut être, par exemple, des gens qui ont fait couler du béton, ils le font sécher, puis ils vont aller travailler, par exemple, plus loin, sous une structure ou quelque chose du genre. Donc, c'est bien important de respecter cette signalisation-là. Maintenant, les zones scolaires, eh bien, il faut les respecter aussi. Rappelez-vous que, par exemple, dans les zones de 50 km
et moins, c'est là que les accidents les plus graves surviennent. Vous savez, un enfant, par exemple, qui perd son ballon, qui s'en va au milieu de la chaussée, il regarde pas souvent, il regarde pas à droite ou à gauche, hein, il s'en va le chercher, lui, son ballon. Alors, si vous avez dépassé la limite de vitesse permise dans une zone urbaine, 50 km et moins, eh bien, vous risquez de frapper cet enfant-là. Donc, c'est bien important de respecter les limites de vitesse en zone urbaine, partout, mais surtout en zone urbaine aussi. Alors, parce que dès que vous dépassez de 10 km la vitesse permise en zone urbaine, eh bien, vous multipliez par 4 le risque d'accident. Donc, les zones scolaires, eh bien, il faut les respecter, même si souvent, par exemple, on va indiquer ici en dessous des heures en particulier, eh bien, moi, je vous conseille de respecter en tout temps, même les week-ends, parce que rappelez-vous qu'une cour d'école, c'est un lieu de vie pour des enfants, donc à ce moment-là, ils peuvent être là n'importe quand, 7 jours par semaine, même l'été. On continue. Les exemples de signalisation, alors, celui que vous voyez ici, vous le connaissez, c'est une interdiction, donc, juste à le regarder, on le sait tout de suite. Mais par contre, au Québec, c'est permis de tourner sur un feu rouge à droite, mais où c'est interdit selon vous? Montréal, vous avez tout compris, encore un autre présence. Alors, à ce moment-là, mais par contre, en banlieue, à l'extérieur de l'île de Montréal, c'est permis, mais avec la densification des quartiers, de plus en plus, on va indiquer des panneaux comme ça, par exemple, où entre telle heure et telle heure, c'est interdit de faire un virage à droite sur un feu rouge. Donc, il faut avoir ça à l'œil. C'est très important, cette signalisation-là. Maintenant, on poursuit. Le virage à gauche non protégé. Alors, bien, le virage à gauche non protégé, ça veut dire qu'il n'y a pas de flèche qui vous donne l'accès. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, premièrement, si j'ai peur des virages à gauche non protégés, la meilleure méthode pour vaincre sa peur, c'est de s'exercer. Mais vous n'avez pas besoin de vous exercer à l'heure de pointe. Vous pouvez y aller, par exemple, en avant-midi ou en après-midi. Vous pouvez y aller le dimanche, ainsi de suite. Vous regardez, vous voyez bien comment le dessin est fait. Vous voyez l'auto et s'est avancé lentement. Vous regardez à droite, à gauche, en avant de vous. Et puis là, hop, vous tournez. Alors, vous pratiquez. C'est bien important de conserver votre expertise. Par exemple, je fais juste une petite parenthèse. Il y a des gens, par exemple, qui vont remiser leur auto durant l'hiver. C'est pas une mauvaise idée, c'est correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que lorsque vous remisez votre auto, bien, vous ne conduisez plus. Alors, il y a une perte d'expertise, vous savez, qui peut se faire. Donc, quand c'est l'hiver, si vous voulez, vous pouvez la garder, votre auto. Et puis, à ce moment-là, vous conservez votre expertise. Quand il y a une tempête, c'est pas nécessaire de sortir avec votre auto, par exemple. Mais vous attendez qu'il fasse beau. C'est tout simplement. Et puis là, vous allez, quand la chaussée est sèche et que vous la voyez, ben c'est comme conduire en été. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire vos courses, vos emplettes, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, quand je vois un virage à gauche non protégé, la meilleure façon de vaincre ma peur, c'est de me pratiquer, puis de me pratiquer quand il n'y a pas beaucoup de trafic, quand il n'y a pas beaucoup de circulation, et à ce moment-là, j'augmente mon expertise. Maintenant, je continue. Le céder le passage, c'est bien important. Vous voyez le panneau de signalisation qui est là. Céder le passage, est-ce que ça veut dire arrêter? Non. Céder le passage, c'est de ralentir, de laisser l'auto qui a priorité passer. Des fois, ça peut être, vous pouvez être obligé d'arrêter. Ben oui, parce que vous avez tout à fait raison. S'il y a beaucoup de circulation, ben là, il faut arrêter. Mais sinon, un céder le passage, c'est pas un arrêt. C'est tout simplement, on vous dit, écoutez, il y a quelqu'un qui a priorité sur vous. Tout simplement. Point à la ligne. Donc, c'est ça, et c'est aussi simple que ça, le céder le passage, et c'est vraiment pas sorcier. Qu'est-ce qu'un angle mort, maintenant? Alors, un angle mort, c'est une partie de l'environnement, parce que lorsque vous êtes en conduite, vous faites du balayage, hein, vous balayez de gauche à droite. C'est très important. D'où l'importance aussi de ne pas faire d'excès de vitesse, hein, parce que quand vous allez très vite, vous avez une vision tunnel. Vous ne faites pas de balayage. Tandis que lorsque vous respectez la limite de vitesse,
Et vous faites à ce moment-là un balayage, vous balayez tout le temps ce qui se passe, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas balayer, comme là où, par exemple, il y a un cycliste, là où il y a, mon Dieu, ben oui, le cycliste, justement, là, donc, où vous voyez là l'espèce d'angle où la personne ne voit pas. Et tout à l'heure, je vous demandais quelles sont les parties du corps qui sont nécessaires pour conduire? Eh bien, toutes. Et vous voyez cette dame qui tourne la tête pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, là, lorsqu'elle veut, par exemple, changer de voie ou lorsqu'elle veut faire une manœuvre, s'il n'y a pas quelqu'un dans son angle mort. C'est ça, un angle mort. Et je vous ai apporté un dépliant là-dessus, les angles morts et les véhicules lourds. Si prenez-le et visualisez les angles morts, surtout lorsqu'on fait du chargement de neige dans les quartiers. Hein? Éloignez-vous des camions, des véhicules lourds, de façon à ne pas être victime d'un accident. Maintenant, on les a aussi encore ici de cette façon-là, comme vous les voyez. Donc, voyez-vous en avant, même une auto devant un véhicule lourd peut ne pas être vue par le conducteur. Vous vous imaginez? Alors, on peut penser que vu qu'on est en avant du véhicule, on est vu, mais non. Alors, c'est bien important, lorsqu'on a un véhicule lourd, de se dégager du véhicule lourd de sorte qu'on soit bien vu. Puis un bon truc pour savoir si on est vu par le conducteur, c'est que lorsque vous reculez, comme l'auto qui est en arrière, lorsqu'elle recule, lorsqu'elle se distancie, lorsqu'elle voit dans les rétroviseurs du camionneur le visage du conducteur, ça veut dire que lui aussi vous voit. Donc, vous êtes en sécurité. Maintenant, si vous êtes en hiver, en saison hivernale, éloignez-vous encore plus parce que s'il y a un peu de neige, ça peut faire un effet poudrerie. Donc, à ce moment-là, ça peut être un peu plus dangereux. On poursuit. Maintenant, les carrefours giratoires. Les carrefours giratoires, c'est la plus belle invention. Vous allez dire, je suis vendeur de carrefours giratoires, c'est pas vrai. Mais je vous en parle pas tout de suite des carrefours giratoires. Je vais à une autre diapo, puis je reviendrai à celle-là. Donc, voyez, dans un carrefour giratoire, ce sont des illustrations qui nous viennent du ministère des Transports. Les illustrations que vous voyez là, vous voyez par exemple le carrefour giratoire, il y a 8 points de conflit. 8. Regardez à une intersection normale, une intersection standard, là, à 90 degrés, il y en a 32. Alors, je ne sais pas si ça vous convainc un peu, mais je ne suis pas vendeur là, de carrefour giratoire, mais c'est très important. Donc, un carrefour giratoire, vous vous souvenez du céder le passage? Céder le passage, c'est pas un arrêt, tout simplement, c'est laisser la personne qui est en priorité. La personne qui est dans le cercle est en priorité. Alors, vous rentrez dans le cercle, puis là, vous ne savez pas trop quelle sortie. Alors, vous tournez, tant aussi longtemps que vous n'avez pas choisi la sortie que vous vouliez, vous tournez, rien ne vous empêche, inquiétez-vous pas, c'est gratuit. Alors, et à ce moment-là, vous choisissez la sortie, puis là, vous y allez. Je ne sais pas si vous voyagez sur l'Europe, mais en Europe, c'est très populaire. Et puis, à ce moment-là, souvent, on tourne, parce que, hey, c'est-tu là? Est-ce que c'est là? Bon, alors, les carrefours giratoires, vraiment, c'est extraordinaire. Et si vous en avez peur, exercez-vous. Il y en a à l'île des Sœurs, il y en a dans le nord de Montréal, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, dans le coin de Mont-Tremblant, là, dans ce coin-là. Donc, allez-y, vous pratiquez. C'est vraiment un charme, un carrefour giratoire. Il n'y a pas de crainte à y avoir. Alors, on continue. Maintenant, on arrive au corridor de sécurité. C'est très important ce que vous voyez là. Vous voyez une voiture de police. Vous voyez, par exemple, un surveillant routier. Ça, c'est du ministère des Transports. Vous voyez aussi un remorqueur. C'est bien important, comme dit le slogan de la campagne du carrefour giratoire, « Protéger ceux qui nous protègent ». Alors, voyez, par exemple, normalement, une double ligne, on ne doit pas la traverser. Mais dans un cas comme celui-ci, vous avez la permission, bien sûr, si c'est sécuritaire. Hein? Il faut s'avertir. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit, voire même, on peut s'arrêter. Alors, à ce moment-là, c'est bien important de comprendre qu'on peut traverser une ligne double dans un cas comme ça pour s'éloigner des personnes qui sont qui sont en train de faire des manœuvres, pour les véhicules d'urgence qui sont là. C'est dans le code de sécurité routière. Si vous êtes sur une autoroute, c'est plus simple, vous n'avez qu'à changer de voie. Mais qu'arrive-t-il s'il y a beaucoup de circulation puis vous ne pouvez pas changer de voie? On ralentit.
on ralentit, puis on essaie de ralentir le plus possible pour, sans perturber la circulation, évidemment, là, mais pour protéger les gens qui sont là. Alors, le but, hein, c'est vraiment de ralentir et puis de s'éloigner des personnes qui sont en train de faire une manœuvre. Aussi, sur le site du ministère des Transports du Québec, il y a une petite vidéo. Vous pouvez aller voir le petit vidéo et puis à ce moment-là, vous allez comprendre encore mieux là, comment procéder. Maintenant, si par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez changer de poste de radio, puis il n'y a pas, vous êtes sur une autoroute puis vous décidez d'aller sur l'accotement, est-ce que vous avez le droit? Non, bravo. Une autre toute présence, madame, monsieur Ledoux. Alors, là, ça va vous en faire. Donc, non. Pourquoi? Parce que c'est seulement seulement en cas d'urgence ou pour les véhicules d'urgence. Si vous devez vous arrêter, par exemple, pour réévaluer votre GPS, par exemple, refaire une destination, vous allez dans un relais routier ou dans un stationnement pour faire cette opération-là, dans un endroit sécuritaire. Maintenant, je poursuis. La conduite automobile, c'est bien important de bien régler l'appui-tête. La ceinture de sécurité, elle doit passer ici, sur votre clavicule. C'est un os qui résiste bien lors des impacts et la ceinture doit être aux hanches. Alors, le baudrier passe directement sur la clavicule, pas dans votre cou, parce que s'il y a un impact, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez peut-être être étouffé. Donc, c'est bien important de bien l'ajuster. Est-ce que les passagers d'en arrière, est-ce qu'ils doivent porter leur ceinture de sécurité? Oui, bravo, bravo. Là, il n'y a pas de prix de présence parce qu'il y en a trop. Alors, donc, c'est bien important, tout le monde. Et que dites-vous à une personne qui ne veut pas s'attacher à l'arrière? Ben écoute, tu deviens un projectile pour moi parce qu'à 50 km, le poids d'une personne est multiplié par 20 s'il y a un impact. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quelque chose qui pèse 1 kilo, ça devient 20 kilos. Alors, donc, c'est bien important que tout le monde soit bien attaché puis qu'il n'y ait rien non plus dans l'auto qui puisse bouger. Le fameux petit souvenir, là, le petit chien qui a une tête qui bouge, là, qui pèse 1 kilo, mettez-le donc dans la maison. Hein, c'est bien important pour pas que vous ayez de problème. Maintenant, les sièges bien ajustés, le volant aussi, parce que vous savez que vous pouvez ajuster le volant. C'est bien important que tout ça, vous le compreniez. Si vous ne le comprenez pas, allez chez votre concessionnaire puis ils vont vous l'expliquer. Maintenant, la sécurité routière et les piétons. Alors, c'est bien important de traverser hein, là où on doit traverser, c'est-à-dire entre les deux lignes blanches ou sur les bandes blanches qui sont indiquées. Maintenant, c'est sûr que vous avez priorité, mais il faut avoir un bon pied, bon œil, comme on dit à la société. Hein? Quand vous arrivez pour traverser, il faut regarder le conducteur de façon à pouvoir être en toute sécurité. Maintenant, où circuler? Eh bien, c'est ça, sur les bandes, comme je vous le dis. Il faut respecter les règles de signalisation. Un feu rouge, c'est un feu rouge pour tout le monde. Maintenant, il faut être bien visible. C'est pour ça que j'ai apporté avec moi des petits brassards. Je vais vous en remettre à la fin de la présentation. Ce sont des brassards que vous mettez comme ça. Et le soir, quand vous prenez une marche, eh bien, ils sont réfléchissants. Et puis, vous pouvez être bien vu sur la route, sur la rue, partout. En fait, c'est bien important. Je vais les sortir. Je ne les ai pas sortis, excusez-moi, mais je vais les avoir, inquiétez-vous pas. Je viendrai me tirer par le bras. Là. Je poursuis maintenant. Piétons aînés, les facteurs pouvant influencer la sécurité lors de la traversée, bien, la baisse de la vision puis de l'audition, ça rejoint un peu ce que Madame posait comme question. Il y a des gens, par exemple, qui, ils ont plus, leur vision est moins bonne, l'audition est moins bonne. À ce moment-là, ils traversent plus lentement. Donc, c'est des facteurs qui influencent les traversées. Aussi, la hauteur des trottoirs peut influencer. D'autre part, les distances aussi et vitesse des voitures. Ça aussi, il y a des carrefours qui sont plus à éviter peut-être. Alors, à ce moment-là, on prend un autre carrefour ou on prend un autre chemin à ce moment-là. Puis la vitesse de la marche, ça aussi. Et le conseil que Madame donnait à l'autre Madame, là, tout à l'heure, eh bien, si on sait qu'on n'est pas trop rapide, eh bien, en ce moment-là, on attend que le feu un nouveau feu pour pouvoir traverser. Et puis si on sait que le feu est vraiment en cours, on en informe sa municipalité et à ce moment-là, ils peuvent peut-être modifier la situation. On continue.
Maintenant, les angles morts, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous ai reproduit ceux qui sont dans le dépliant pour que vous puissiez bien les voir. C'est bien important, surtout en cette période hivernale où il y a du chargement de neige. Alors, c'est bien important de les connaître. Maintenant, les mesures préventives à adopter. Alors, planifier ses sorties, ses longs trajets, hein, je vous l'ai dit, pas aller en Floride en une journée et demie, hein, prendre son temps, ainsi de suite, tout ça. Prévoir plusieurs temps d'arrêt, en général à tous les 2 heures. Éviter de conduire la nuit, ça, il y a beaucoup d'épisodes de sommeil durant la nuit. C'est vraiment pas une bonne idée de conduire la nuit. Et par mauvais temps, s'il y a une tempête, ben c'est bon. On est aussi bien de rester chez soi. Choisir un véhicule pour faciliter sa tâche, surtout si vous voyagez, puis vous louez une auto, assurez-vous de savoir où sont les essuie-glaces, où est la radio, etc. Ne pas, si vous voulez, s'initier à l'auto quand vous êtes en conduite. C'est très important. Maintenant, rafraîchir ses connaissances. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Tester vos connaissances. Le document qui est sur la table ici à l'avant. On continue. D'autre part, des cours de perfectionnement, on en parlait tout à l'heure avec les dames qui sont ici, ça existe. Hein? C'est certain qu'il y a des frais, j'avais oublié de vous en parler, mais il y a des frais. Et puis aussi sur le site Internet de la SAC et sur le site Internet du MTQ, il y a des informations. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein? Vous pouvez vous y référer. Le MTQ, surtout pour les carrefours giratoires puis les corridors de sécurité. Et puis sur la SAC, eh bien, testez vos connaissances aussi. Alors, on continue. Maintenant, il y a des publications qui existent, et puis il y a le guide de la route, il y a aussi conduire un véhicule de promenade, ce sont des documents que vous pouvez acheter dans les librairies ou aux publications du Québec, et aussi il y a les brochures, la sécurité n'a pas d'âge, et aussi celle-là, au volant de ma santé, qui est, si vous voulez, le résumé de la présentation d'aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi un autre élément qui est plus délicat, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que mon père avait cessé de conduire de lui-même. Bon, c'est correct. Maintenant, souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais mon Dieu, mon mari, monsieur, il me fait peur » ou « Ma femme me fait peur », bon, ainsi de suite. Alors, écoutez, lorsqu'il y a une situation comme celle-là survient, premièrement, il y en a qui sont très stressés. Hein? Et puis, donc, ils s'imaginent que, bon, les gens peuvent avoir des problèmes. Alors, si vous croyez que votre conjoint ou votre conjointe a des problèmes, allez-y avec une autre personne. Faites valider votre impression par une 3e personne. Et à ce moment-là, s'il y a quelque chose, appelez, communiquez avec la Société d'assurance automobile du Québec. Vous rendez service à cette personne-là. C'est bien important de le faire. Et d'autre part, aux pages 4 et 5 de ce volume-là, ici, de cette brochure, il y a une série de questions que vous pouvez vous poser à vous-même, bien sûr, mais que vous pouvez discuter avec vos amis, avec vos proches, vos enfants, n'importe qui. Et ensuite, ça ne veut pas dire que si vous répondez oui à une de ces questions-là ou quelque chose de négatif, ça ne veut pas dire que vous devez déchirer votre permis de conduire, mais ça veut dire que vous pouvez faire une réflexion là-dessus. Est-ce que est-ce que je dois continuer à conduire encore? C'est juste une réflexion, tout simplement. Alors, c'est lorsque ça survient pas nécessairement pour les personnes aînées, ça peut survenir pour une personne qui n'est pas en bonne santé, par exemple, qui est beaucoup plus jeune. Alors, c'est très important de regarder ces questions-là que vous retrouvez aux pages 4 et 5. D'autre part, il y a aussi des solutions de rechange, j'y arrive. Alors, l'autobus, il y a une station de métro ici pas loin, le covoiturage en famille, les taxis, les organismes de transport bénévole, le transport adapté. Dans certaines résidences, par exemple, il y a du transport pour les personnes, pour faire leurs emplettes, leurs courses, etc. Donc, il y a des solutions de rechange. Hein? Si jamais je n'ai plus de permis de conduire, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête, ça veut dire qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées. Maintenant, on poursuit. Monsieur? Oui, il y a une question? Oh, mon Dieu, écrit pour moi. Oui, allez-y, allez-y. J'aimerais juste dire qu'il faut qu'on arrête de s'habiller avec des couleurs foncées. Si on a notre manteau noir, il faut se mettre un foulard rouge ou blanc, s'investir dans quelque chose qui brille, un chapeau, quelque chose, parce que c'est même pas juste le soir. À partir de 3h30, il fait noir. Oui. Quand il y a de la neige,
pas tout le monde qui a de l'air conditionné dans leur voiture. Les vitres sont embuées, là. Il faut qu'on soit un peu plus chic, le manteau noir, mais pas le soir. Bien, vous avez tout à fait raison, je vous en félicite. On peut porter un manteau noir quand ça donne, de temps en temps, là. Mais il reste qu'il y a des choses qui se vendent, comme le brassard dont je vous parle, mais il y a aussi dans les magasins des velcro où vous pouvez mettre des bandes réfléchissantes que vous pouvez vous procurer. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut être visible. Il faut être visible lorsqu'on est piéton. C'est bien important. Et en résumé, je fais tout de suite... y a-t-il une autre question? Je vais tout de suite compléter. Alors, la conduite, rappelez-vous que la conduite automobile, c'est une activité complexe qui fait appel à plusieurs fonctions, on l'a vu. Il faut avoir une bonne capacité physique et cognitive, c'est bien important, et rafraîchir vos connaissances. Il ne faut pas perdre d'expertise, c'est bien important de toujours conserver. Quand vous êtes en couple, par exemple, bien, une journée, c'est l'homme qui conduit, la femme va conduire l'autre journée. Alors, c'est bien important de garder toujours son expertise. Excusez-moi. Puis, en plus, consultez vos proches. Vérifiez avec vos proches. Déclarez votre état de santé à la SAC le plus tôt possible, comme le disait Madame tout à l'heure, quelqu'un qui a un AVC, par exemple. Puis explorez aussi les options de transport. Si c'est pas compliqué, il y a une station de métro à côté. Donc, c'est un exemple que je donne, elle est facile, hein, bon. Mais bon, il faut l'explorer, c'est bien important. Et puis... rappelez-vous que chaque personne a une responsabilité face à la sécurité routière. Au début, je vous ai parlé que dans les années 70, il y avait 2000 morts sur les routes. On est rendu à 436 l'année passée. Eh bien, il faut qu'on continue à s'améliorer. Ça, c'est grâce à vous. Alors, je vais conclure, puis je sais qu'il y a une question, mais je voudrais surtout vous dire merci de votre attention.